C'est un coin de Provence où les vignes dorent au soleil. Au sud de Valence, une campagne en apparence paisible. En apparence seulement. Car ici, un événement a traumatisé les habitants. Un événement qui les rend nerveux et dont ils ne veulent plus parler. Bonjour, on fait un reportage sur ce qui s'est passé en 2008. Oh, bah alors, non. Terminez les journalistes. Non, je vous assure que là... Pourquoi ? Je suis en colère et je ne veux plus en entendre parler. C'est fini. Est-ce que c'est possible de parler de l'accident de 2008 ? Je préfère pas quand même. Le seul qui a accepté de nous en parler, c'est Jean Truchet. Il a été aux premières loges. L'incident s'est produit quasiment au bout de son jardin, à la centrale nucléaire du Tricastin. Là, vous êtes à combien là, de... 500 mètres. C'est prêt ? Oui, c'est vraiment prêt. Quand on voit ce qu'il est arrivé en 2008, on ne se sent plus du tout en sécurité quand il y a une centrale nucléaire. À l'époque, l'incident a fait la une des journaux. De l'uranium a été déversé accidentellement près du site de la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme. La pêche, l'irrigation sont interdites, la consommation d'eau potable a été restreinte. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008, plus de 70 kilos d'uranium s'échappent d'une cuve. L'entreprise responsable, la Socaterie, est chargée de la maintenance sur le site nucléaire. Les effluents radioactifs se déversent dans un ruisseau tout proche et gagnent la nappe phréatique. Une nappe qui passe exactement sous la maison de Jean. La nappe phréatique est là. L'eau est à 5 mètres. Ce qui inquiète Jean, c'est que lui et sa famille ont bu cette eau après l'incident, car ils n'ont été alertés que 2 jours plus tard. Moi, je l'ai su par mon beau-frère qui habite à Quimper. Il m'a dit, tiens, qu'est-ce qui se passe chez toi? Il y a une fuite, on n'était pas au courant. Personne ne nous a prévenu. Personne ne nous a prévenu. Non. Ça donne confiance, ça? Non, pas du tout. Plus confiance. C'est souvent le matin qu'on vient là, puis on les regarde, ces cheminées. Et même très préoccupé depuis 3 mois, depuis la catastrophe nucléaire au Japon. Ça me fait peur. Je pense qu'un jour ou l'autre, ça arrivera en France. Ce qui s'est passé au Japon, c'est le pire accident qu'on puisse imaginer. Fukushima, le 12 mars dernier, des bâtiments qui explosent. Une centrale nucléaire dévastée par un violent séisme, suivi d'un tsunami. Des populations exposées à des rejets radioactifs, une région contaminée pour des dizaines d'années. Fukushima, un nouveau Tchernobyl. Depuis cette catastrophe, en France, le nucléaire est au cœur des débats. Quel risque? Le même accident est-il possible dans l'Hexagone? Des questions légitimes, car la France est un poids lourd du nucléaire, le 2e parc au monde après les États-Unis. 19 centrales, 58 réacteurs, exploités par EDF. Alors, que fait-on pour garantir la sûreté de ces installations? Et surtout, combien cela coûte-t-il? Vous allez découvrir que rentabilité financière ne fait pas toujours bon ménage avec sûreté nucléaire. En France, 80% de notre électricité est produite par les centrales. Ce sont comme des usines, mais qui travaillent dans des conditions très particulières, car elles doivent maîtriser un procédé à haut risque, la réaction nucléaire. Exceptionnellement, EDF nous a autorisé à passer une journée entière dans l'une de ces centrales, celle du Blayais en Gironde. C'est Étienne Dutheil qui dirige le site. À 46 ans, bonjour. Il est responsable de 4 réacteurs, ces gros bâtiments cylindriques. Puissance totale, 3600 MW, de quoi alimenter toute la région Aquitaine en électricité. Et là, il marche celui-là, hein? Oui, la tranche 3 est en fonctionnement. Ce qui caractérise une centrale nucléaire quand elle fonctionne, d'ailleurs, c'est que vous avez pratiquement aucun signe visible de fonctionnement. C'est à l'intérieur de ce bâtiment, au plus près de la réaction nucléaire, qu'Étienne Dutheil va nous emmener. Pour ça, nous sommes accompagnés par une escorte de sécurité.
Plus nous approchons du réacteur, plus les contrôles se multiplient. Badge obligatoire. Nous devons porter un dosimètre, un appareil qui mesure les doses radioactives que nous pourrions recevoir. Il faut aussi se déshabiller et revêtir une combinaison spéciale. Nous entrons maintenant en zone contrôlée. Le risque ici, c'est d'être contaminé par des particules radioactives. Des particules émises par l'uranium, la matière première utilisée pour produire de l'électricité. Neuf ou usagé, il est stocké dans des piscines. Il règne ici une chaleur étouffante. Ce que vous voyez dans les alvéoles, vous voyez des petites languettes qui brillent. C'est le haut des éléments combustibles. De l'uranium hautement radioactif, très dangereux pour la santé. Notre protection, c'est l'eau de la piscine. On a une dizaine de mètres d'eau entre nous et les éléments combustibles. C'est la protection contre les rayonnements ionisants qui permet de circuler autour de la piscine. C'est cet uranium qui est placé dans le cœur du réacteur. Étienne Dutheil nous emmène maintenant au plus près de la réaction nucléaire. Derrière, vous avez le bâtiment du réacteur de la tranche 3 qui est actuellement en puissance. Il fonctionne. Impossible d'aller plus loin. Une porte blindée 20 cm d'épaisseur nous protège des rayonnements radioactifs. Derrière cette porte, voici ce qui se passe. Dans le cœur du réacteur, l'uranium est bombardé de neutrons, ce qui le rend très chaud. Cette chaleur fait bouillir de l'eau. On obtient ainsi de la vapeur qui, sous pression, entraîne une turbine à très grande vitesse. Cette turbine fait elle-même tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Cette électricité est ensuite envoyée sur le réseau par des lignes haute tension. Un fonctionnement simple sur le papier, mais qui nécessite des centaines de salariés. La main-d'œuvre, c'est un coût très important pour la centrale. Bien, bonjour à tous, il est 8h, on débute ce point performance des tranches. Tous les matins, Étienne Dutheil préside une réunion pour définir les priorités du jour. C'est son bras droit qui l'anime. En tranche 2, la priorité... Autour de la table et en audioconférence, Xavier, est-ce que tu nous as rejoint? Oui, je suis là. une dizaine de chefs de service et d'ingénieurs. Sous leurs ordres, plusieurs centaines d'employés. Au total, ils sont près de 2000 à travailler ici. Faire tourner une centrale, ça coûte chaque année près de 150 millions d'euros. On va passer à la tranche 1 avec Benjamin Loos. Le travail de Benjamin Loos, c'est justement de couvrir les coûts et de gagner de l'argent. Il est responsable de 2 réacteurs. Et il a un objectif, produire un maximum d'électricité. Son quartier général, c'est la salle de commande du réacteur. Et ce jour-là, il est plutôt content. Vous avez un permis? Combien de mégawatts là? 960 MW. Son réacteur tourne à plein régime. Il fournit près de 960 mégawatts. D'accord, ça marche, très bien. Donc maximum de puissance aujourd'hui, toute la journée. Sur les tableaux de contrôle, le compteur indique les 960 mégawatts produits. Ça permet d'alimenter une très grande ville comme Bordeaux. Et surtout, ça permet de gagner des sommes colossales, car cette électricité, EDF la vend. On produit actuellement 965 MW, donc pendant 24 heures, ça fera 965 multiplié par 24 heures. En une journée, Benjamin et son réacteur auront rapporté à EDF plus d'1 million d'euros. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. D'accord. Et ça, c'est juste un réacteur? Un réacteur, tout à fait. Seulement des réacteurs nucléaires qui tournent à pleine puissance et qui rapportent beaucoup d'argent ces derniers temps. Ce n'est pas devenu une exception, mais presque. Des réacteurs en panne, obligés de s'arrêter. Depuis quelque temps, le phénomène s'est aggravé. En 2009, au mois de novembre, un tiers des réacteurs français étaient à l'arrêt. Un énorme manque à gagner pour EDF. Du coup, il y a 2 ans, lorsqu'il arrive à la tête de l'entreprise, Henri Proglio, le patron, tape du poing sur la table. Il veut des réacteurs plus performants, qui s'arrêtent moins, pour produire le plus d'électricité possible.
Dans la centrale du Blayais, cette pression, c'est Xavier Duez qui la porte en ce moment sur ses épaules. Donc il reste encore un certain nombre de points bloquants. Le réacteur dont il s'occupe est à l'arrêt. Il faut le recharger en uranium et faire pas mal de réparations. On fait un point sur le planning, Michel? Alors, pour être sûr de ne pas perdre de temps, toutes les interventions ont été chronométrées. Sur le planning, par exemple, la suppression d'un point de soudure est prévue pour durer 2 heures et 0 minutes. Pour une visite interne suite à un test, c'est plus long. 3 jours, 0 heure et 30 minutes. Des opérations comme celle-ci, Xavier doit en gérer 8000. Ok, ça marche. L'arrêt de ce réacteur, vous avez prévu qu'il dure combien de temps? Alors à l'heure actuelle, on est sur une durée de 49 jours. Et c'est ce qui était prévu au départ? C'est ce qui était prévu au départ. Et vous allez réussir à tenir 49 jours? C'est notre objectif. Allez, on est parti. Seulement Xavier le sait déjà, il ne tiendra pas son objectif. Il a pris 4 jours de retard à cause d'un gros câble qu'il a fallu changer. Alors sur le terrain, il est en permanence sur le dos des ouvriers. Ça avance pas beaucoup, quoi. On est top pour les apports. Le chantier qui le préoccupe en ce moment, c'est celui de la salle des machines. Une zone immense remplie d'échafaudages. Quand est-ce que vous remettez en place l'alternateur? Son angoisse, prendre encore du retard. D'accord. Vous le faites aujourd'hui, celle-là? Normalement cet après-midi. Très bien. On va essayer. Non, ça va aller. Bon, on croise les doigts. Les ouvriers qu'il dirige ne sont pas des salariés d'EDF, mais des sous-traitants. 1200 personnes, plus de 140 entreprises se chargent de la maintenance dans tous les métiers. Soudeur, robinettier ou turbiniste. Et pourquoi EDF ne le fait pas lui-même, ça? En termes de charge de travail, c'est trop important. Il y a des choses qu'on garde pour nous en interne. Mais bon, après, on emploie les personnes qui sont du cœur du métier aussi. Des spécialistes, travailleurs du nucléaire, qui se prennent de plein fouet cette course contre la montre imposée par l'exploitant. Des sous-traitants qui ont un gros avantage pour EDF. Ils sont moins chers que ses agents et très flexibles. Nous sommes allés à la rencontre de ces ouvriers du nucléaire. En France, ils sont près de 20 000. Daniel Luengo est l'un d'entre eux. En ce moment, c'est à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, dans le Loir-et-Cher, qu'il travaille. Il assemble des échafaudages. Sa vie, il la passe sur les routes, tous les 2 mois, de centrale en centrale. Vous travaillez aux 4 coins de la France? C'est cela, exactement. Oui, je fais pratiquement toutes les centrales, quoi. Je suis là jusqu'au mois d'août, et puis après, je ne sais pas du tout où je vais aller. On est appelé généralement le jeudi ou le vendredi pour être disponible le lundi. Toute l'année, loin de sa famille, pour un petit peu plus que le SMIC. Je suis à 9,80 €, 21 ans de boîte. Et je suis chef d'équipe, j'ai toutes les habilitations qu'il faut. Et vous en sortez aujourd'hui? On tape dans la paye et il y a souvent de plus en plus de salariés qui sont à découvert à la fin du mois. C'est très compliqué de joindre les deux. Lorsqu'il est en déplacement, Daniel reçoit 60 € par jour pour se nourrir et se loger. Dans ces conditions, impossible d'aller à l'hôtel. Alors la grande majorité des travailleurs du nucléaire dorment au camping. Ce soir-là, nous accompagnons Daniel retrouver certains de ses collègues. C'est gaz. Ici, 90% des résidents sont des sous-traitants du nucléaire, comme David et Hervé. Pourquoi vous avez choisi de vivre ici? J'ai choisi le moins cher. C'est ça, c'est une raison de prix. Hein. Voilà, hein. La caravane, elle a 30 ans. Hein. Une vie de nomade, été comme hiver, Hervé habite dans moins de 10 mètres carrés. C'est la chambre, le salon, la cuisine, c'est là-dedans qu'on vit, tout le temps qu'on est en déplacement. Des conditions de vie difficiles, mais ce qui est plus dur encore, c'est leur rythme de travail. Pour remettre en marche le réacteur le plus vite possible, EDF leur impose des cadences infernales. Un arrêt simple pour recharger le combustible, il y a 20 ans, ça durait combien? Ça durait 6 semaines, aujourd'hui c'est 18 jours. Le temps d'arrêt était divisé par 2? Ah oui, attendez. Et vous avez le même... Ah bon, on a le même boulot, voire même plus, puisqu'il y a de plus en plus de contraintes et de réglementations. Donc j'ai vu les durées de maintenance se réduire, j'ai vu la pression se durcir. Eux, ils veulent tout de suite. L'arrêt commence, il faut bientôt que lundi, tout soit fini. Pour gagner du temps sur les opérations de maintenance, jusqu'à quel point peut aller EDF? Peut-elle faire passer la rentabilité avant la sûreté nucléaire?
Christian Ugolini a un avis sur ces questions. Il a passé 10 ans à travailler comme sous-traitant dans les centrales. De cette vie, il a conservé ses carnets d'accès. Les noms des sites nucléaires défilent les uns après les autres. Son travail, vérifier le bon état des installations. J'étais technicien, je faisais du contrôle sur les soudures, sur les tuyauteries. Le but étant toujours le même, de savoir est-ce qu'il y a des fissures, est-ce qu'il y a des défauts hors normes. La moindre fissure présente une fragilité du matériel qui peut faire qu'il va craquer, casser, entraîner une réaction en chaîne. Un vrai risque, quoi, en fait. Un vrai risque à l'intérieur de la centrale et pour l'extérieur de la centrale. Ce jour-là, Christian est à la centrale de Dampierre. Il est au cœur du réacteur. Il fait son travail de contrôleur et il découvre une anomalie sur un robinet placé dans le circuit du réacteur. Il y avait une fissure sur un gros robinet, sur une grosse vanne dans la salle des 4 As, alors que les ouvriers étaient déjà là pour remonter le robinet. Donc tous les gars, bien entendu, me disent « Bon allez, arrête, c'est rien, c'est juste une petite égratignure, une petite rayure. » J'ai dit « Non, 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 c'est vraiment une indication linéaire, c'est une indication de défaut, elle est hors norme, il n'est pas question que vous puissiez remonter le robinet, vous ne pourrez pas le remonter parce que moi je vais remettre mon rapport qui dit que le matériel n'est pas conforme. » Seulement déclarer cette vanne non conforme, c'est retarder le redémarrage du réacteur. Alors la pression va s'accentuer sur Christian pour qu'il passe sous silence cette fissure. Et le grand chef, le chef d'arrêt, finit par descendre. Au début, il me parle gentiment, en me servant le même discours qu'on vient de me servir 4 fois. Mais c'est rien, c'est juste une petite égratignure. Moi, à force, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre qu'on me dise c'est rien, comme si je ne savais pas faire mon boulot. Comme moi je m'énerve, lui s'énerve aussi, il arrête ses sourires gentils. Et à moins d'1 mètre l'un de l'autre, les yeux dans les yeux, il me prend, il me dit, vous savez combien que ça va nous coûter votre connerie là? 1 million. C'est comme ça que j'ai appris que ça coûtait 1 million, une journée d'arrêt de tranche. Le chef des travaux, ce qu'il voulait qu'il soit écrit sur mon rapport, c'est que c'était RAS, rien à signaler. Et que le robinet soit refermé et qu'on puisse passer à l'étape suivante du boulot. Vous avez refusé d'écrire ça? Et j'ai refusé d'écrire RAS parce que c'est pas possible, quoi. Il y a un défaut, quoi. Je signe pas RAS, quoi. Il est évident pour moi que ce jour-là, c'est la rentabilité qui est passée avant la sûreté. Évident. Ce jour-là, Christian n'a pas écrit RAS, rien à signaler sur son rapport. Mais il en est conscient, cette pression s'exerce aussi sur d'autres contrôleurs qui, eux, peuvent signer ce qu'on leur demande. Il y a des gens, au bout d'un moment, ils sont dégoûtés. Bon, vous voulez du RAS, voilà du RAS, qu'on me fiche la paix, que je rentre chez moi et que je veux pas plus de problèmes. C'est un secret de polichinelle, quoi. Tout le monde, chez les contrôleurs, sait que ce genre de choses arrive. Maintenant, ça ne se dit pas forcément, quoi. Ça ne se raconte pas forcément, on ne va pas forcément s'en vanter. Selon Christian Ugolini, les opérations de maintenance sur les installations nucléaires manquent donc parfois de rigueur. Nous avons sollicité EDF pour réagir à ce témoignage. Ils nous ont fait parvenir un mail de quelques lignes. EDF déclare qu'aucun sous-traitant n'a en charge la sûreté de ses installations nucléaires. Et d'ajouter, EDF garantit l'intégrité et la maîtrise de son outil industriel. Ce qui est incontestable en tout cas, c'est que ces travaux dans les centrales peuvent coûter beaucoup d'argent à EDF. Surtout quand certaines d'entre elles sont victimes d'accidents graves. Comme ce fut le cas il y a quelques années sur le site nucléaire du Blayais, en Gironde. Dans la nuit du 27 décembre 1999, la tempête Martin fait rage. Des vagues de la Gironde passent par-dessus les digues de protection du site. Des galeries souterraines de la centrale sont inondées. Les réacteurs 1 et 2 sont touchés. Plusieurs équipements de sécurité se retrouvent noyés. Le directeur de la centrale, Étienne Dutheil, nous emmène sur les lieux. C'est ici que l'eau a submergé l'enceinte de protection. Alors, pour rendre la centrale plus sûre, EDF a rehaussé la digue, rajouté des rochers et construit ce mur par houle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le sommet de la digue, là, il est à 3,30 m de plus que n'était la digue de 1999. Ces travaux ont coûté 9 millions d'euros. Et il y en aura bien d'autres à venir, car les réacteurs nucléaires français commencent à vieillir.
comme le réacteur numéro 1 du Blayais, âgé de 30 ans. EDF va donc devoir dépenser beaucoup d'argent en travaux pour qu'ils continuent à fonctionner et pour maintenir leur sûreté. Environ 50 millions d'euros par réacteur. Mais pourquoi EDF fait-elle le choix de prolonger la vie de centrales vieillissantes? Tout simplement parce que payer un réacteur neuf est beaucoup plus sûr, c'est aussi beaucoup plus cher. Au nord de l'Europe, en Finlande. À plusieurs centaines de kilomètres d'Helsinki, la capitale, au bord de la mer Baltique. C'est ici, à Olkiluoto, qu'une centrale nucléaire est en construction. Son nom, l'EPR. Une centrale nouvelle génération, présentée par son concepteur, la société française Areva, comme l'une des plus sûres au monde. Le chef de chantier, c'est Jean-Pierre Mouroux, 3000 personnes sous ses ordres. En matière de sûreté, son entreprise a mis la barre très haut, bien plus haut que toutes les centrales qui existent déjà en France, à commencer par les alimentations de secours. Là, vous voyez le bâtiment diesel qui est là, un des bâtiments diesel. Dans ces gros bâtiments type blocos, des moteurs diesel encore sous bâche et qui devront fournir à la centrale, en cas d'accident, toute l'électricité dont elle aura besoin. Ici, vous en avez mis combien des moteurs comme ça? Donc là, il y en a 3 de ce côté-là, dans ce bâtiment, et 3 de l'autre côté. Qui fait 6 au total, à comparer avec 2 du côté France. 3 fois plus de moteurs diesel que dans une centrale nucléaire d'ancienne génération. Et ce n'est pas tout. Dès la conception, on a décidé d'installer ici, sous le réacteur, une sorte de cendrier géant. La cuve du réacteur est à peu près à ce niveau-là. Et nous, on va passer en dessous dans le core catcher. Ça s'appelle le core catcher. En français, le récupérateur de cœur. En cas d'accident, si l'uranium entrait en fusion, comme à Fukushima par exemple, s'il fondait, devenait liquide et incontrôlable, il coulerait par ce conduit et viendrait se déverser ici, où il serait stocké. Il n'y aurait aucune pollution de l'environnement. Ça empêche particulièrement qu'un cœur en fusion puisse ensuite partir dans les sous-sols ou éventuellement s'épandre dans les sols. Et cette partie-là, on ne peut pas la rajouter maintenant à d'autres centrales qui existent déjà? Ah non, parce que derrière, sinon vous déstabilisez l'ensemble conçu, donc c'est difficile, c'est même pratiquement impossible. Et les différences avec les centrales françaises existantes ne s'arrêtent pas là. On arrive dans la partie haute du réacteur. Le bâtiment réacteur est recouvert par 2 enceintes. 2 énormes coques de béton posées l'une sur l'autre. Là. Il y a combien de mètres de béton avant qu'on aille là, il y a 2,80 m si vous faites la somme totale. 2,80 m de béton. 2,80 m plus 6 mm d'épaisseur. Et ça, c'est prévu pour résister à quoi, ça? Ah, ça, c'est prévu pour résister, j'allais dire, au crash d'avion sans aucun problème. Un crash d'avion de ligne. Aucun site nucléaire en France n'a été conçu pour résister à une telle catastrophe. Pour se rendre compte de la solidité du bâtiment, il faut grimper à une altitude de 56 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Ce jour-là, sur le toit du réacteur, les ouvriers finissent de couler le béton. Ça se passe bien pour l'instant? Au total, ils auront utilisé 300 000 mètres cubes de béton pour noyer 50 000 tonnes de ferraille, 6 fois la masse de la Tour Eiffel. Ce produit-là, c'est un produit qui est fiable, un produit qui est sûr, c'est un produit qu'on pourra développer et qu'on peut mettre à disposition des clients. On dit la sûreté n'a pas de prix, mais elle a un coût quand même. Bien sûr. Et c'est bien là le problème. Cette centrale plus sûre est aussi beaucoup plus chère que prévu. Areva l'avait vendue 3 milliards d'euros aux Finlandais en 2003. Depuis, la facture a doublé. Elle se monterait aujourd'hui à plus de 6 milliards. Avec 3 ans de retard sur le calendrier prévu. Résultat, dans le monde, l'entreprise a du mal à vendre son EPR. En France, à ce jour, une seule centrale de ce type est en construction, à Flamanville, dans la Manche. À défaut d'investir dans des centrales neuves et plus sûres, EDF choisit de dépenser de l'argent dans des centrales vieillissantes, mais qui ont un énorme avantage. Elles sont presque entièrement payées et du coup très rentables. D'autant que se profilent pour l'entreprise d'autres dépenses encore plus colossales.
Il y a d'abord le démantèlement des centrales. Lorsqu'elles seront arrêtées, elles devront être déconstruites pièce par pièce. Au moins 500 millions d'euros par réacteur. Il y a aussi un autre coût, astronomique celui-ci, lié à la gestion de tous les déchets nucléaires. Ces matières qui resteront radioactives pendant des milliers d'années et qu'il faudra bien entreposer quelque part. Ce quelque part, ce sera sans doute ici, dans le département de la Meuse. Des champs à perte de vue. C'est là que s'est installée l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Pas grand-chose à voir en surface, tout se passe en sous-sol. Sarah, ingénieure, et Fabrice, chargé de la maîtrise des risques, travaillent sur ce projet de centre de stockage, situé à 500 mètres de profondeur. Il faut prendre un ascenseur, une descente interminable de 8 minutes. À l'arrivée, des tunnels creusés dans la roche. Entre 2005 et aujourd'hui, on a creusé plus d'1 kilomètre de galerie. À terme, il y en aura beaucoup plus. Voici d'ailleurs à quoi cela devrait ressembler. 15 km de tunnels dans lesquels les déchets nucléaires seront descendus et stockés. Un centre souterrain qui devrait ouvrir en 2025. Si les ingénieurs sont venus ici, c'est que selon eux, le terrain est sûr, pas de risque de séisme et surtout une roche, l'argile, qui permettra d'enfermer ces déchets très radioactifs pendant des milliers d'années. Des déchets qui seront encapsulés dans ce genre de cylindre, placés dans ces alvéoles. Une alvéole comme ça pourra faire une quarantaine de mètres de long. Et donc on enfilera une trentaine de colis et on aura des centaines de galeries de ce type-là pour stocker tous les déchets produits par le parc nucléaire français depuis sa création jusqu'à sa fin d'activité. Un projet titanesque qui défie le temps et les calculatrices. En 2005, le centre de stockage ne devait coûter que 15 milliards d'euros. Seulement voilà, tout augmente. Le volume des déchets à stocker, le prix des matériaux. Aujourd'hui, a priori, l'addition dépasserait largement les 20 milliards. Nous sommes avant les phases de conception industrielle, donc il est prématuré d'afficher un coût. Ce qui est certain, c'est que le coût qu'on affiche maintenant, il y a une marge d'incertitude qui peut être extrêmement importante, de plus ou moins 50%. Normalement, c'est EDF qui devra payer le gros de la facture. Mais en a-t-elle les moyens? Combien tout cela va-t-il coûter exactement? Les Français seront-ils mis à contribution? Des questions simples, auxquelles il devrait y avoir des réponses claires. Depuis plusieurs années, il y a un homme qui se pose justement toutes ces questions. Il est député UMP, il s'appelle Claude Biraud. Bonjour. À 65 ans, il est incollable sur le nucléaire. D'ailleurs, après Fukushima, il a été chargé d'une mission parlementaire, notamment sur la sûreté nucléaire en France. Incollable aussi sur le démantèlement et la gestion des déchets. Bref, incollable sur tout, sauf sur un point. Est-ce que vous savez s'il y a assez d'argent? Aujourd'hui, je ne sais pas. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. En 2006, Claude Biraud est à l'origine d'une loi sur la gestion des déchets radioactifs et sur leur financement. Une loi qui crée une commission d'évaluation financière chargée de contrôler si EDF met suffisamment d'argent de côté pour faire face à toutes ses dépenses dans le nucléaire. Il est prévu que cette commission rende compte de ses activités. Nous avons essayé de contacter ses membres par mail et par téléphone. Bonjour, je voudrais parler avec monsieur René Ricol, s'il vous plaît. En vain. Il faut dire que les membres de cette commission n'avaient sans doute pas grand-chose à dire sur leur travail. Cette commission devait rendre un premier rapport avant le 30 juin 2007. À ce jour, aujourd'hui, 19 mai, elle ne s'est toujours pas réunie. Depuis, il semble que le député Biraud ait été entendu. Le 7 juin dernier, les membres de la commission se sont retrouvés pour la première fois.
Ils devraient commencer leurs travaux dans les mois qui viennent, avec 5 ans de retard. Manque de transparence. À ce jour en France, personne ne sait combien coûte la sûreté de la filière nucléaire.